Ça commence avec Engin et Piril qui parlent de l'avenir, et Engin glisse discrètement l'idée d'une voiture familiale dans la conversation. Une voiture familiale, lui, Engin, qui pense déjà aux enfants, au trajet du dimanche, à une vie construite ensemble. Mais Piril reste préoccupée. La rencontre avec leur famille approche, et elle redoute les imprévus. Elle redoute de perdre le contrôle de quelque chose qu'elle a mis si longtemps à construire. Engin la regarde avec ce sourire qu'il réserve au moment où il veut la rassurer vraiment. Il lui dit qu'il l'aimerait, même si sa famille venait d'une autre planète. Engin qui parle de voiture familiale, c'est une petite phrase anodine qui dit tout. Il ne pense plus seulement à eux deux, il pense à ce qu'ils vont construire. Et Piril qui a peur, c'est une femme qui a appris à se protéger. Mais avec Engin, elle apprend peu à peu à laisser entrer. Pendant ce temps, Ferit croise Seyran dans les couloirs. Et distrait comme il propose quelque chose d'inattendu, recommencer à se connaître, comme si c'était leur toute première rencontre. Ils se présentent à nouveau, avec ce sérieux comique qui fait tout le charme de ce duo. Et dans un épisode chargé en tension, ce moment-là respire, il allège tout, et on se laisse sourire sans résistance. Ferit et Seyran qui recommencent à se connaître, c'est une métaphore en action. Parfois, dans une relation, on a besoin de remettre les compteurs à zéro. Pas parce que ce qui s'est passé n'avait pas de valeur, mais parce qu'on veut choisir l'autre à nouveau, consciemment. Et puis elle arrive, la grand-mère d'Eda, décrite par tout le monde comme une déesse de la guerre. Et dès qu'elle entre dans l'entreprise, on comprend pourquoi. Elle lance une réunion sans prévenir. Elle présente un rapport basé sur des questionnaires. Et elle désigne Serkan comme le problème principal. Un dirigeant difficile à aborder, inaccessible. Serkan conteste immédiatement. Les personnes interrogées ne sont même pas des employés de l'entreprise. Le rapport est biaisé, la méthodologie est fausse. Mais certains collaborateurs, influencés par son charisme, acceptent de tester son programme. Et Serkan se retrouve seul, calme en apparence, mais isolé. Et ça, c'est exactement ce qu'elle voulait. La grand-mère qui présente un rapport contre Serkan, c'est une attaque déguisée en démarche professionnelle. Elle ne crie pas, elle ne menace pas ouvertement. Elle utilise les outils du pouvoir pour fragiliser sa position de l'intérieur. C'est redoutable, et c'est pour ça qu'elle est dangereuse. La grand-mère s'installe dans son nouveau bureau. Elle annonce qu'elle n'est là que pour quelques semaines, le temps de décider quoi faire de ses actions. Elle laisse planer l'ambiguïté. Elle pourrait rester, elle pourrait vendre. Mais son véritable objectif, personne ne le connaît encore vraiment. Et elle rappelle à Serkan une chose très clairement. Elle est désormais son associée, et il ferait bien de ne pas l'oublier. La grand-mère qui s'installe dans le flou, c'est une stratégie de domination psychologique. Elle ne dit pas ce qu'elle veut, elle laisse tout le monde dans l'incertitude. Et dans l'incertitude, les gens font des erreurs. Elle le sait, et elle attend. Et puis vient la scène que tout le monde attendait, la confrontation entre Eda et sa grand-mère, en tête-à-tête, sans témoin. La vieille femme dit qu'elle est venue uniquement pour Eda, sa petite fille. Elle lui offre la moitié de l'entreprise, tout son patrimoine. Elle dit que tout est pour elle. Et Eda explose. Elle rejette violemment cette proposition. Elle ne veut ni de son argent, ni de son affection. Elle l'accuse d'avoir détruit sa famille. Elle rappelle que ses parents, Mustapha et sa mère, ont souffert à cause de son rejet. Et elle dit quelque chose de dévastateur. Elle dit que si cette femme les avait soutenus, ils seraient peut-être encore en vie aujourd'hui. La grand-mère esquive. Elle dit que le sujet est trop douloureux pour elle. Mais Eda n'en démord pas. Elle dit la vérité à voix haute. Elle est venue pour se venger de la famille Bolat. Et tout le monde dans cette pièce le sait. Eda, qui accuse sa grand-mère d'avoir causé la mort de ses parents, c'est la blessure la plus profonde de toute sa vie qui remonte. Eda n'est pas seulement en colère. Elle porte un deuil, une culpabilité qui ne lui appartient pas. Et affronter cette femme en face, c'est peut-être... Mais la grand-mère ne reste pas sur la défensive longtemps. Elle passe à l'attaque. Elle pose ses conditions clairement. Si Eda rompt avec Serkan, elle promet de partir, de disparaître, de laisser l'entreprise en paix. Mais si Eda reste avec lui, elle continuera, elle manipulera, elle nuira, elle détruira ce qu'ils ont construit. Le chantage est explicite, l'avenir de l'entreprise, la réputation de Serkan, tout dépend de la décision d'Eda. Et elle va encore plus loin. Elle regarde Eda dans les yeux et lui demande si elle est amoureuse de Serkan.
Eda hésite, et puis elle avoue, oui, elle l'aime. La réponse de la grand-mère est immédiate. Si elle découvre que leur relation est réelle et sincère, elle détruira l'entreprise, la réputation, la dignité de toute la famille Bolat. Eda la regarde, et elle lui répond qu'elle n'a pas peur. Eda retrouve Serkan après cette confrontation, et elle lui cache une partie de ce qui s'est dit. Elle lui dit que le problème vient d'elle, mais elle ne révèle pas toute la menace, pas le chantage, pas les conditions. Serkan la regarde, il sent qu'elle lui dissimule quelque chose, il le voit dans ses yeux, dans sa façon de parler. Mais Eda préfère retourner au travail, et Serkan laisse faire, pour l'instant. Eda qui cache la menace à Serkan, c'est elle qui essaie de le protéger, mais c'est aussi elle qui s'isole, qui porte seule un poids énorme. Et Serkan qui sent la distance sans comprendre pourquoi, c'est exactement là que les malentendus commencent à s'installer. La grand-mère a une annonce surprise pour les employés. Les bonus de fin d'année sont doublés, et des cadeaux attendent sous le sapin. Les applaudissements fusent, la joie est collective, et on comprend que cette femme sait très bien comment acheter la sympathie d'une salle. Et Valia offre à Eda un livre d'astrologie. Elle sait qu'Eda est taureau, elle révèle qu'elle est scorpion, et elle laisse entendre une compatibilité mystérieuse entre leurs deux signes. Le geste est étrange. Cadeau sincère, tentative de rapprochement, manœuvre calculée, difficile à dire avec Valia. Le soir, chez Haïfer, la grand-mère s'installe à table, comme si elle faisait partie de la famille depuis toujours, avec ce sourire calme qui dit qu'elle sait exactement ce qu'elle fait. Et Aïdan explose. Elle refuse catégoriquement sa présence. Elle veut l'expulser, maintenant, immédiatement. Mais la grand-mère s'impose. Elle affirme qu'elle restera. Et la tension dans cette pièce atteint quelque chose d'insupportable. Eda reproche à sa tante de ne pas l'avoir prévenue. Elle refuse de vivre sous le même toit que cette femme. Haïfer tente de la convaincre de rester, mais Eda est déterminée. Elle ne cédera pas. La grand-mère qui s'invite chez Haïfer, c'est elle qui envahit le dernier espace sûr d'Eda, sa maison, sa famille, son refuge. Elle ne laisse aucune échappatoire. Et Eda qui dit non, c'est elle qui refuse de se laisser encercler. Haïfer prend Eda à part. Elle lui promet qu'elle trouvera un moyen de se débarrasser de la grand-mère, et elle révèle son plan. Elle a invité le chef Alexander à dîner pour le Nouvel An. Elle espère que sa présence détournera l'attention, affaiblira l'emprise de la vieille femme sur la maison. Eda accepte de revenir le lendemain. Elle dit quelque chose de beau. Elle dit qu'il faut commencer la nouvelle année en fermant les blessures du passé. Et on entend dans sa voix qu'elle parle autant d'elle-même que de sa grand-mère. Haïfer qui invite Alexander pour contrer la grand-mère, c'est de la stratégie culinaire et affective en même temps. Et Eda qui dit qu'il faut fermer les blessures du passé, c'est peut-être la plus belle phrase de tout l'épisode, parce qu'elle dit qu'elle est prête. Eda retrouve Serkan, et cette fois, elle laisse tomber le masque. Elle lui dit qu'elle ne supporte plus la présence de sa grand-mère, qu'elle la décrit comme une femme dangereuse, froide, déséquilibrée. Elle avoue qu'elle ne se sent plus capable de lutter, et qu'un jour ou l'autre, ils finiraient séparés à cause de tout ça. Serkan lui demande de rester, cette nuit, auprès de lui. Eda accepte, mais elle précise, ce sera seulement cette fois. Serkan propose de dormir sur le canapé, et dans ce geste simple et respectueux, il y a tout ce qu'on a besoin de savoir sur l'homme qu'il est devenu. Eda qui avoue à Serkan qu'elle ne se sent plus capable de lutter, c'est un moment de vérité rare. Eda est forte, toujours, mais là, elle est épuisée. Et Serkan qui lui dit reste sans condition, c'est lui qui devient son refuge, exactement ce qu'elle ne voulait pas avoir besoin. Ils partagent d'un moment hors du temps, un chocolat chaud. Serkan plaisante sur les calories. Eda lui propose de regarder les étoiles. Et Serkan la regarde elle, et lui dit qu'il contemple déjà son étoile favorite. Et moi, j'ai dû souffler. Parce que Serkan Bolat, qui compare Eda à une étoile, à voix haute, avec ce calme absolu, je savais plus si je devais sourire ou pleurer. Le chocolat chaud et les étoiles, c'est la parenthèse dont ils avaient tous les deux besoin, un moment qui n'appartient qu'à eux, loin de la grand-mère, loin du chantage, loin des menaces. Et Serkan qui dit qu'il contemple son étoile favorite, c'est une déclaration d'amour déguisée en plaisanterie, comme toujours avec lui. Pendant ce temps, Piril et Enguin ont une conversation que je n'attendais pas. Piril parle de son enfance. Elle révèle quelque chose qu'elle garde habituellement pour elle.
Une enfance marquée par les disputes incessantes de ses parents. Une petite fille qui s'est réfugiée dans le travail pour ne plus entendre, pour ne plus souffrir. Elle avoue qu'elle a eu peur, longtemps, que son compagnon ne l'accepte pas vraiment, avec tout ce qu'elle porte. Inger l'écoute, sans l'interrompre. Et leur échange ce soir-là renforce quelque chose entre eux qu'aucune cérémonie ne pourra jamais remplacer. Pyrrhil qui révèle son enfance à Inger, c'est l'acte d'amour le plus courageux de l'épisode. Parce que montrer sa blessure à quelqu'un, c'est lui faire confiance avec ce qu'on a de plus fragile. Et Inger qui reçoit ça avec douceur, c'est lui qui prouve qu'il mérite cette confiance. Edda est seule dans la chambre de Serkan, et elle appelle ses amis. Elle leur confie sa confusion. Serkan veut qu'ils passent la nuit du Nouvel An ensemble, mais elle hésite encore, parce que la menace de sa grand-mère est là, toujours, comme une ombre. Ses amis lui parlent d'amour, de changements possibles, de nouveaux départs. Edda les écoute, elle reste indécise, mais quelque chose dans leurs mots atterrit, et on voit qu'elle commence à envisager un avenir différent. Edda qui appelle ses amis depuis la chambre de Serkan, c'est elle qui cherche la permission qu'elle ne sait pas encore se donner à elle-même. Et ses amis, elle lui offre ce miroir dont elle a besoin, celui qui lui dit qu'elle mérite d'être heureuse, même maintenant, même dans le chaos. Edda reste chez Serkan. Elle prend un bain pour se détendre. Et Serkan allume des bougies dans la pièce. Il filme discrètement ce moment. L'ambiance est intime, protégée, comme une bulle hors du monde réel. Chacun cherche à profiter de cette parenthèse, malgré les problèmes qui attendent dehors, malgré la grand-mère, malgré le chantage. Cette nuit-là appartient qu'à eux. De l'autre côté de la ville, Mélo et ses amis regardent une comédie romantique. Elle parle d'amour, d'attente, de la nouvelle année qui arrive. Et Mélo dit qu'elle est fatiguée d'attirer les mauvais hommes. Elle dit qu'elle préfère rester seule. Les échanges oscillent entre humour et mélancolie. Et dans ces petites phrases banales, il y a une vraie tristesse. Celle de quelqu'un qui a essayé, et qui ne sait plus très bien comment continuer à espérer. Le lendemain matin, Serkan prépare un petit déjeuner pour Edda. Œufs, avocat, pain. Il plaisante sur le fait qu'elle pourrait avoir encore faim. Mais ce geste simple, ce soin qu'il met dans ce moment ordinaire, dit tout sur la façon dont il l'aime. Et chez Eifer, la grand-mère continue de s'imposer. Elle exige qu'on appelle Edda. Son téléphone est éteint. Eifer appelle Mélo qui improvise des excuses maladroites. Elle dit qu'Edda est sous la douche. La confusion règne, la tension monte. Et on sait que cette journée ne sera pas le tout repos. Serkan qui prépare le petit déjeuner d'Edda, c'est le dernier jour de l'année. Et lui, il choisit de le commencer en prenant soin d'elle. Sans grande déclaration. Juste un œuf et de l'avocat. Et parfois, c'est dans ces gestes invisibles que l'amour se montre le plus clairement. Voilà mes amis pour cet épisode 75. La grand-mère qui débarque comme une tempête, le chantage glacial, la nuit du Nouvel An chez Serkan et ce buste installé devant le bureau de la vieille dame pour lui dire qu'ils ne capituleront pas. Cet épisode, il m'a montré quelque chose de fort. 2 personnes qui choisissent de rester ensemble malgré tout ce qui s'accumule contre eux. Pas avec des grands discours, avec un chocolat chaud, des bougies, un petit déjeuner. Des gestes simples qui disent « je suis là ». Et ça, personne ne peut leur enlever. Si cette vidéo vous a plu, laissez un commentaire, un like et abonnez-vous à la chaîne. Ça m'aide vraiment beaucoup chaque semaine. Merci pour votre fidélité. Rendez-vous tout de suite pour l'épisode 76. La nuit du Nouvel An va-t-elle tout changer entre Edda et Serkan ? Et la grand-mère va-t-elle mettre ses menaces à exécution ? On le découvre ensemble, tout de suite.